Bonjour et bienvenue sur photosynthèse.org. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer un fichier RAW avec le logiciel Lightroom 3. Alors, pour ce faire, on va utiliser cette photo. On va partir donc du fichier RAW original et on va essayer de s'approcher donc d'un résultat à peu près comme ça, une photo développée. Alors, vous voyez que ma photo est en .nef qui est le format brut, donc RAW, de Nikon. Alors, pour commencer, j'utilise toujours donc le cadre de recadrage, donc pour décider si j'utilise le format carré ou pas, ou alors n'importe quel autre format, si j'ai envie de mettre ma ligne d'horizon au tiers de l'image, par exemple. Mais là, on va pas toucher en fait à ça parce que j'ai envie de les garder comme ça, même si mon horizon est au milieu et que du coup ça répond pas totalement à la règle des tiers. Peu importe. Ce que je vais faire ici par contre, je vais redresser mon horizon parce qu'il n'est pas tout à fait droit. Alors pour ce faire, je peux utiliser soit cet outil-là avec ce curseur, donc je le mets dans ce sens-là pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et dans ce sens-là pour l'inverse. Sauf que bon, là, j'ai rien qui soit vraiment aligné avec mon horizon, donc je peux pas vraiment savoir si c'est vraiment droit. Du coup, il y a un autre outil qui est vraiment très pratique, qui est celui-là, et qui va me permettre, en cliquant d'un côté de mon horizon et en lâchant de l'autre, tout en faisant bien attention que c'est bien droit, hop, de rectifier mon horizon. Il n'y avait pas beaucoup à corriger, mais c'est mieux quand c'est droit. Une fois que j'ai fini, j'appuie sur terminer, et là, on peut passer au développement à proprement parler. Alors, en premier, on va s'occuper de la balance des blancs. Donc là, un fichier RAW, donc j'ai déjà fait un article dessus, mais je vais le redire rapidement. Les caractéristiques d'un fichier RAW sont que toutes les informations enregistrées par le capteur se trouvent dans le fichier. C'est pour ça que c'est beaucoup plus lourd qu'un JPEG, mais c'est aussi beaucoup plus pratique parce que vous allez pouvoir jouer sur la balance des blancs, vous allez pouvoir éventuellement récupérer des détails qui seraient un peu abîmés. Enfin, on peut faire énormément de choses. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les développer soi-même et que pour les développer, il faut faire donc la balance des blancs qui n'est pas faite, il faut s'occuper de l'exposition, rajouter du contraste puisqu'il n'y a pas de contraste, les couleurs ne sont pas calibrées, donc c'est à vous de faire tout ça. Donc pour commencer par la balance des blancs, moi j'utilise toujours donc, ces pré-réglages pour voir un petit peu quel genre de balance des blancs je vais faire pour quelle balance des blancs en fait sera la plus proche de la réalité. Donc là on voit que auto c'était beaucoup trop jaune, ça c'est pas trop mal, nuageux c'est un petit peu orange, ombre ça va pas, tungstène ça va être tout bleu, voilà, bon, flash, oui bon flash c'est pas trop mal, ouais, on va garder celle-là, tout en sachant qu'après je peux fignoler, comme bon me semble, avec ces deux curseurs. J'ai aussi une autre technique pour faire la balance des blancs, je peux utiliser la pipette qui se trouve ici. Et alors là, je peux lui dire que voilà, ça c'est du blanc. Voilà, mais comme c'était en fait du bleu, ma photo va prendre une petite teinte verte, donc non, je vais le remettre comme c'était, donc lumière naturelle, un peu plus chaud. Voilà. Ensuite, la tonalité de ma photo. Donc les réglages sont normalement disposés dans un ordre d'importance, c'est-à-dire que vous voyez là le cadre, hop, ensuite la balance des blancs, et à l'intérieur de la tonalité, il y a plusieurs réglages qui sont aussi organisés de celui qu'on devrait faire en premier à celui qu'on devrait faire en dernier. Évidemment, c'est à vous de décider après, mais dans pratiquement tous les logiciels, si ce n'est tous, c'est toujours dans cet ordre-là. On va commencer par l'exposition, mais avant, je vais vous expliquer la différence entre l'exposition et la luminosité. L'exposition,
Voilà, l'exposition, vous voyez ce que ça donne? En fait, ça multiplie chaque pixel, tous les pixels en fait, par la même valeur. C'est-à-dire que ça va rajouter forcément un contraste, ça va aussi ajouter de la saturation. Quand je vais sur la droite, là, voilà, mon histogramme est toujours à l'intérieur, mais à partir d'un moment, là, mon histogramme va totalement sortir de ce cadre-là. Donc, vous voyez, hop, et là, ma photo va commencer à être brûlée, et là, elle est complètement brûlée. Voilà. A l'inverse, la luminosité, elle ne va toucher que les tons moyens. C'est-à-dire qu'elle ne va pas toucher aux tons clairs, elle va les préserver. Elle va préserver vos hautes lumières. Alors pour vous illustrer un peu ce propos, voilà, je monte, et vous voyez que mon histogramme, au lieu de sortir, il se rétracte. Donc mes tons moyens sont augmentés et mes hautes lumières sont préservées. Vous voyez là, il est à fond et j'ai rien du tout de cramé. Donc c'est ça la différence entre la luminosité et l'exposition. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux d'ailleurs régler la luminosité à la fin, ça évite de brûler votre image. Donc là l'exposition, je vais la mettre... Voilà, là ça me paraît bien. Ensuite, l'outil récupération. Alors récupération, c'est si vous avez une partie de l'image qui est surexposée, ça va vous permettre de récupérer du détail dans cette zone. Là, j'ai rien de surexposé, donc ça ne nous avance pas. A l'inverse, la lumière d'appoint, ça va vous permettre de récupérer du détail dans les zones sous-exposées. Là, bon, j'ai rien à récupérer, donc ça ne nous sert à rien. Ensuite, le point noir, ça va influer sur tous les pixels de votre photo. Donc là, bon, mon image est très très claire, il y a très peu de couleurs foncées, donc bon, même si j'en rajoute beaucoup, vous voyez, ça reste assez neutre. Donc on va le laisser ici, mais sur beaucoup de photos, je dépasse jamais 8 ou 9 grand maximum. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, voilà, on peut augmenter ou diminuer la luminosité, peu importe, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez régler le contraste, donc bah là, le contraste, je vous apprends rien, hein, c'est plus ou moins de contraste. Voilà, il faut vraiment pousser les curseurs à fond pour voir ce que ça donne et pour le mettre là où vous avez envie. Ensuite, nous allons passer à la clarté. Je vais simplement vous montrer ce que ça donne. Voilà, pas de clarté, moins 100 de clarté, plus 100 de clarté. Alors, ça peut être intéressant lorsque vous manquez un peu de netteté sur certains détails que vous voulez accentuer. Mais là, on n'en a pas spécialement besoin, donc je vais le laisser comme ça, c'est très bien. Et ensuite, la vibrance et la saturation. Il y a à peu près le même genre de différence entre vibrance et saturation qu'entre exposition et luminosité. Alors, je m'explique. Si vous augmentez la saturation, ça va augmenter la saturation de tous les pixels de l'image. Là, je vous montre. Vous voyez que là, les jambes sont devenues orange. Le bord de la mer, pareil. Pour vous montrer que là, ça a vraiment influé sur toute l'image. La saturation, elle va amplifier vos couleurs les moins saturées. Elle va préserver vos couleurs qui sont déjà saturées. Elle va préserver vos tons clairs et elle va exclure les tons qui se rapprochent de la couleur de la peau. Alors, pour vous montrer ça, voilà, vous voyez que mon image elle est très claire, hein, mais mes couleurs sont plutôt pastel, vraiment pas accentuées. Alors là, si je monte la vibrance, vous voyez, mon ciel commence à avoir un peu une couleur plus saturée. Bon, ma mer devient un peu trop saturée, mais voilà, je le mets à fond. Et regardez les jambes de Gabin ici, elles restent d'une couleur normale, une couleur peau. La courbe, c'est la même dans tous les logiciels. Alors là, vous voyez que ça va foncer mes teintes qui sont déjà sombres. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, même si je vais là, vous voyez, c'est pas naturel, mais c'est pas encore trop choquant. Voilà, mes teintes claires, comme j'en ai beaucoup,
je finis même par brûler mon image. Pour ce qui est des tons, c'est ce que j'utilise vraiment en complément de ça. Ça va noircir tous les pixels de l'image. Ça va s'attaquer seulement au ton foncé. Donc pour ajouter du contraste de manière subtile, c'est vraiment très très bien. Bon là, mon image, elle est tellement claire partout que ça va même pas vraiment se voir. Et donc à l'inverse, les tons clairs vont influer que sur les tons clairs. Pas vraiment besoin de les amplifier, hein, l'image est déjà assez claire comme ça. D'une manière générale, la courbe est toujours en S comme ça, plus ou moins accentuée. On va finir avec un tout petit effet qui peut être sympa. C'est le vignettage. Alors le vignettage, voilà, c'est ceci, ou la version noire. Vous pouvez régler, donc si jamais vous voulez qu'elle reste bien sur les bords ou qu'elle vienne vraiment très au centre. Là on va se contenter de la laisser comme elle était. Voilà. Si elle est très arrondie ou pas, on va aussi laisser comme c'était. Et si les contours sont très très progressifs comme cela ou pas. Là on va laisser aussi au milieu. Vous pouvez faire empiéter vos tons clairs sur votre vignettage. Voilà, donc le vignettage, bon, poussé comme ça, c'est pas intéressant, mais quand on en met un tout petit peu, ça dirige le regard en fait. Voilà. Si je mets du vignettage, pas trop, ça va diriger mon regard vers le milieu, ici, puisque j'en ai tout autour. Alors c'est assez intéressant pour certains types de photos, mais ce qui est vraiment super, c'est quand on peut en mettre que d'un côté, par exemple. Imaginez ici, j'ai, je sais pas, un portrait, un portrait ou mon chat, peu importe. Et tout autour, ici, j'ai une zone vide, mais j'ai quand même envie de garder ce cadre-là. Et ben, je rajoute du vignettage seulement de ce côté-là. Et alors là, mon regard va automatiquement se diriger vers là. Et donc, je dirigerai mon regard vers le chat, enfin le regard de la personne qui regarde la photo. Ici, on n'a pas tellement besoin de diriger le regard vers le milieu, puisque tout est au milieu. Mais voilà, c'est important de savoir que ce genre d'effet peut vraiment aider à la lecture de vos images. Donc voilà, notre photo est développée. On peut vérifier si on aime bien le résultat par rapport à l'original. Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà l'original qui était terne, fade, pas tout à fait droit. Et ici, donc on a les couleurs qui ressortent, on a du contraste. Une photo développée de vacances à la mer. Voilà, donc tout ce que j'ai fait ici, vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de développement de RAW. À ce propos, voilà, j'ai écrit un article sur les avantages à shooter en RAW. Et dans une sous-partie de cet article, je vous donne une liste. Enfin, je vous laisserai relire tout ça, hein, si vous avez envie de vous informer sur la question, mais il y a une liste, voilà, de logiciels que vous pouvez utiliser pour développer vos RAW. Alors il y a de tout, il y a du payant, du cher, du pas cher, il y a du gratuit. Vous pouvez les utiliser sur Windows, Linux, macOS. Je vous conseille d'en utiliser plusieurs. Il y en a forcément un qui va vous convenir plus qu'un autre. Pour tout vous dire, j'avais vraiment pas accroché avec Lightroom la première fois et puis finalement j'y suis revenue. Bon, et au final, je ne bouge plus du tout de Lightroom parce que j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait, mais je vous conseille d'en essayer plusieurs. C'est vraiment au feeling si on veut. Vous allez vraiment en préférer un plutôt que les autres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Ici, vous trouverez un formulaire de contact. Vous pouvez rajouter des pièces jointes pour m'envoyer vos photos, me demander des conseils. Je vous retrouve mercredi pour un article sur les objectifs. À bientôt sur Photosynthèse.